Bonjour les parents verts et prudents. Aujourd'hui j'échange avec Fabien Schinazi. Fabien est président de la commission spécialisée risques liés à l'environnement du Haut Conseil de la santé publique. Il est médecin biologiste et notamment ancien directeur du laboratoire d'hygiène de la ville de Paris. On discute notamment des expositions des enfants au domicile, de bonnes pratiques qui permettent d'augmenter notre capacité à agir, de l'influence de la publicité et d'autres sujets. Voilà, j'espère que vous y trouverez des choses utiles et je vous amène Fabien Schinazi. Aujourd'hui, je suis avec Fabien Schinazi. Fabien, merci de te joindre à moi. Merci. Alors, je suis très content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, notamment parce que ton parcours professionnel est très riche et que tu as travaillé sur de nombreux sujets de santé environnementale. Et souvent, je me rappelle, lors de nos échanges, je t'ai vu faire des ponts entre différentes thématiques, des ponts qui apportaient des éclairages que j'ai trouvé vraiment utiles. Alors, avant qu'on débute, est-ce que tu souhaiterais indiquer des liens d'intérêt au regard de la thématique santé environnementale, des liens que tu penses importants que les personnes qui nous regardent aient en tête en nous écoutant échanger? Non, je n'ai pas vraiment de lien d'intérêt particulier. Ok, alors pour commencer, si tu veux bien, je te propose de présenter ton parcours et les liens que tu y vois avec les enjeux de santé environnementale. Donc, je pense qu'ils seront nombreux. Voilà, en fait, j'ai une carrière qui est double. Dans un premier temps, après mes études de médecine, j'ai voulu faire une spécialité de biologie médicale. Et donc, j'ai travaillé à l'hôpital pendant une douzaine d'années comme assistant de microbiologie. Et à l'hôpital, donc pendant ces 12 années, je me suis beaucoup intéressé à l'enfant, à la pédiatrie, car c'était un sujet qui m'attirait. Et en particulier, je travaillais sur les maladies infectieuses de l'enfant, et notamment les traitements antibiotiques. Et en tant que biologiste au laboratoire, eh bien, je faisais à la fois des diagnostics de la maladie et surtout les traitements antibiotiques sur les bactéries qui étaient souvent résistantes à ces médicaments, et de proposer aux médecins qui soignaient ce patient eh bien, les meilleurs traitements antibiotiques possibles, avec le suivi également de ces traitements antibiotiques par des analyses de sang, d'urine, pour voir l'évolution du traitement. Et donc c'était un binôme en fait, et moi ça me plaisait beaucoup de travailler en binôme avec les médecins pour avoir le meilleur traitement. Pendant mon séjour à l'hôpital aussi, je me suis beaucoup intéressé à la prévention des infections et notamment à l'hygiène hospitalière. Et donc, après ces 12 années passées à l'hôpital, j'ai voulu faire un changement d'orientation. Et après un concours, j'ai été dans le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris, donc à la mairie de Paris. Et là, j'y ai passé 30 ans de ma vie. Et dans ce laboratoire qui s'intéressait au sujet de santé-environnement et qui étudiait les milieux dans l'environnement, que ce soit l'air, l'eau, les déchets, les surfaces, l'hygiène dans les collectivités. Et ce laboratoire comprenait à l'époque une centaine de personnes, donc vraiment une grande possibilité de travaux dans ce laboratoire. Et donc, je me suis intéressé dès le départ à ces sujets que je ne connaissais mal, puisque moi, je travaillais plutôt à l'hôpital. Et donc, je suis passé de l'hygiène hospitalière à l'hygiène urbaine. Et très peu de temps après mon arrivée, 2, 3 ans après, nous avons eu connaissance de problèmes par les médecins hospitaliers de pédiatrie d'enfants qui étaient intoxiqués par le plomb. Et je me suis beaucoup intéressé à cette question. Alors là, je passais des maladies infectieuses, cette fois-ci, aux intoxications de l'enfant par la peinture qui était dans leur logement, et donc dans des immeubles anciens, vétustes, parfois insalubres. Cette peinture que les enfants ingéraient, soit sous forme de poussière, soit même sous forme parfois de petits fragments de peinture. Et ce plomb présent dans cette peinture, c'était très ancien, puisque c'est un siècle auparavant, on avait utilisé cette peinture à la céruse au plomb. Et donc, un siècle plus tard, eh bien, les enfants, cette peinture se dégradant avec le temps, les enfants étaient à proximité de ces peintures et pouvaient s'intoxiquer de cette manière-là. Et en fait, je me suis intéressé à cette question parce que l'intoxication chez l'enfant était silencieuse. Il y avait très peu de symptômes. Et le seul moyen de diagnostiquer cette intoxication, c'était de faire une analyse de sang et donc de repérer, de faire le dosage du plomb dans le sang, qu'on appelle la plombémie, et repérer ces enfants qui vivaient dans ces habitats parfois dégradés
et de leur proposer à ces familles, par l'intermédiaire des services de protection maternelle et infantile, et là aussi je retrouvais le binôme du biologiste avec le médecin clinicien, où nous travaillons main dans la main pour faire ce dépistage qui existe encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on diagnostique des enfants intoxiqués par le plomb lié à ces peintures, bien sûr, heureusement beaucoup moins qu'à l'époque, au milieu des années 80, quand on a découvert ce sujet. Et donc là aussi, je me suis donc intéressé aux problèmes de maladies chez l'enfant et par l'intermédiaire du laboratoire, à la fois faire le diagnostic de l'intoxication par le dosage de cette plombémie, mais également en menant des enquêtes au domicile pour repérer ces peintures au plomb avec des méthodes de diagnostic pour rechercher le plomb dans les peintures et montrer que c'était bien la peinture qui était à l'origine de l'intoxication de l'enfant. Parce qu'au départ, on n'y a pas beaucoup cru. Il a fallu mener des études pour convaincre que c'était bien la peinture qui intoxiquait les enfants et non pas des marabouts ou d'autres sources de plomb. C'est vraiment bien cette peinture de leur logement ou des parties communes de leur immeuble qui les intoxiquait. Donc voilà, et donc je revenais C'est intéressant de nouveau à d'avoir l'enfant. c'est intéressant d'avoir ton retour parce que moi j'habite à Paris dans un appartement où il y a plein de murs avec des peintures au plomb qu'on voit dans les diagnostics. Et je me rappelle que c'est surtout par quartier souvent à Paris. Et dans les parties communes, Oui. il y avait eu des travaux qui avaient été faits avec beaucoup de générations de poussière. Et donc j'avais contacté la mairie et puis les services en charge de ces sujets. Et je me rappelle qu'il n'y avait eu aucune discussion sur les enjeux, le lien possible et les techniques à faire, quoi. Donc, avec quelques dizaines d'années de décalage, je te remercie pour ton action de l'époque. Il a fallu du temps. Ensuite, quand on a posé ce diagnostic et qu'on a montré l'origine de l'intoxication, il a fallu en moyenne une dizaine d'années pour qu'une loi impose, ça c'était en 1998, donc une dizaine d'années après, une loi qui impose aux propriétaires de ces logements, pour les locataires, de faire les travaux pour protéger les enfants en recouvrant ces peintures avec des matériaux solides pour éviter que l'enfant n'ait accès à ces peintures et n'ait accès au plomb qui les intoxiquait. Donc, en fait, en pénétrant dans ces maisons, parce que j'ai mené beaucoup d'enquêtes à l'époque, moi, je suis un homme de laboratoire, mais je suis un homme qui sort beaucoup de son laboratoire. Quand c'était à l'hôpital, je sortais de mon laboratoire pour aller à la rencontre des médecins et à la rencontre des patients au lit du malade. Hein, et de la même façon, à la mairie de Paris, dans ce laboratoire, je sortais beaucoup de mon laboratoire pour aller sur le terrain pour voir comment les choses se passaient. Et ça, c'est fondamental. Et souvent, on reproche aujourd'hui aux médecins qui sont dans leurs cabinets médicaux de faire des diagnostics sans connaître l'environnement de leurs patients. Et donc, ils passent par des conseillers en environnement intérieur qui vont au domicile à leur place pour constater ce qu'il en est dans l'environnement du patient. Moi, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup, qui allait au domicile, qui allait dans les écoles, dans les crèches, dans les immeubles de bureaux, pour aller constater sur place comment vivaient les personnes et comment elles pouvaient être exposées. Et donc, j'ai un œil un petit peu d'observateur, c'est-à-dire quand je vais quelque part, je regarde les sources de pollution ou les sources de contamination qui peuvent exister pour essayer de repérer ces sources et essayer donc évidemment de les traiter, de les éradiquer en faisant des tas de mesures. Alors effectivement, je suis un homme de laboratoire, donc je fais aussi beaucoup de mesures de qualité d'air, je parlais tout à l'heure du plomb, mais pour revenir à ces maisons où étaient ces enfants, souvent dans des logements surpeuplés, avec des familles en précarité, beaucoup de personnes ignoraient qu'au sein même de Paris, et dans certains quartiers de Paris, il y avait des personnes qui vivaient dans ces conditions-là. Et donc, j'ai eu l'occasion de prendre beaucoup de photos, bien sûr en montrant uniquement l'environnement et non pas les personnes, et projeter ces photos à l'époque dans des conférences pour montrer l'état de ces logements qui étaient tout à fait inconnus à l'époque. Et j'ai voulu faire connaître finalement comment ces personnes vivaient, dans quelles conditions, et comment il fallait mener des actions pour soit leur proposer de les reloger, soit de faire des rénovations de leur logement pour leur permettre de continuer à vivre dans ces logements
qui les intoxiquaient ou qui les rendaient malades, notamment par une mauvaise qualité de l'air. Et donc c'est là que je me suis intéressé aussi, au-delà du problème des peintures au plomb, au problème d'humidité, car ces peintures, évidemment, se dégradaient du fait de l'humidité de ces logements. Et dans ces logements, c'était aussi accompagné de problèmes de moisissure. Et donc, je me suis intéressé beaucoup à ces problèmes de moisissure. Dans mon laboratoire, on a été parmi les premiers à faire des diagnostics de ces moisissures, de les analyser, et pour voir quel type de moisissure qui pouvait être allergisante, toxique, que l'on pouvait trouver dans ces environnements intérieurs. Et donc, pas à pas, j'ai regardé comment ces enfants vivaient dans ces logements, avec ces problèmes de peinture, avec ces problèmes de moisissure, mais aussi la qualité de l'air, parce que dans ces logements, les familles aéraient peu souvent, et où leur système de ventilation, lorsqu'ils existaient, ne fonctionnait pas. Des ventilations mécaniques fonctionnaient très mal, et donc il y avait une dégradation de la qualité de l'air, et donc ces enfants étaient aussi exposés à différents agents infectieux, à différents polluants de l'air intérieur, et en particulier ces enfants donc, étaient souvent asthmatiques ou faisaient des maladies respiratoires aiguës, des otites, des bronchiolites, bref, des maladies respiratoires du fait de cet environnement. Car il faut le dire aussi, dans ces maisons, on y passe beaucoup de temps, et notamment l'enfant. L'enfant, et notamment le jeune enfant, passe beaucoup de temps à l'intérieur, et un enfant, c'est un être fragile. Je l'ai constaté quand j'étais à l'hôpital, je l'ai constaté aussi quand j'étais dans la ville, que ces enfants avaient une certaine fragilité. Cette fragilité est due déjà en tant qu'enfant, c'est-à-dire leur organisme est en pleine construction, en pleine formation, leurs poumons ne sont pas encore développés, leurs cerveaux ne sont pas développés, et l'enfance est considérée comme une éponge à polluants. Et donc les polluants vont venir et l'enfant va absorber encore plus de polluants qu'un adulte. Un enfant respire plus vite qu'un adulte, donc il respire beaucoup plus de polluants de l'air qu'un adulte. Ses poumons, comme je l'ai dit, sont en pleine formation, donc sont agressés par ces différents polluants. Et donc il était important pour moi, presque c'était un combat en fait, quand j'étais à la mairie de Paris, de combattre pour la protection de l'enfance et la protection de ces enfants que je regardais, enfin, que j'allais voir dans leur domicile, voir comment ils vivaient. Et pour moi, c'était les défendre. Et j'étais vraiment un ardent défenseur de ces enfants et essayais auprès, cette fois-ci, des pouvoirs publics. Donc là, je suis encore sorti de mon laboratoire, non pas pour aller faire mes enquêtes, mais pour aller auprès des pouvoirs publics, d'abord à la mairie de Paris, dans un premier temps, mais aussi au niveau du ministère de la Santé ou du ministère du Logement, pour aller expliquer ce qu'il en était et qu'il fallait trouver des solutions. Et dans les années 80, les années 90, quand on a travaillé sur ces sujets-là, ce n'était pas encore comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde parle de la santé-environnement, c'est un sujet que tout le monde maintenant, en tout cas, on parle. À cette époque-là, on en parlait très peu. Et donc, ces problèmes d'environnement et de problèmes de santé liés à l'environnement étaient assez méconnus de la population, mais aussi méconnus des pouvoirs publics. Et donc, on était quelques-uns scientifiques, disons, à défendre cette position et surtout à démontrer. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un laboratoire avec beaucoup d'investissements, beaucoup de matériel, qui m'a permis de mener des études et d'apporter les preuves, les unes après les autres, des arguments auprès des pouvoirs publics, des publications pour montrer ces différents travaux que nous pouvions mener pour faire bouger les choses, en fait. Alors, on est arrivé. Sur la santé environnement, oui, sur la santé environnement, il y a effectivement cette acculturation qui est quand même bien présente aujourd'hui. Et je crois que j'ai souvenir d'échanger avec toi sur ce sujet. Je crois que ce qui reste encore assez fort aujourd'hui, c'est sur la notion de domicile. Il y a vraiment cette notion qui, en santé environnementale, peut être un peu trompeuse. Où on a l'impression qu'on est dans un milieu assez protecteur, où on est protégé des polluants extérieurs, et souvent les bâtiments ne sont pas hermétiques. Les polluants de l'air extérieur, on les retrouve souvent dans l'air intérieur, plus les sources de l'air intérieur, et plus avec un volume restreint avec des capacités de dilution plus faibles, quoi. Moi, je dis que dans le logement, on a la double peine. On a les polluants qui viennent de l'extérieur, et un
bâtiment qui se trouve près d'une voie de circulation automobile, par exemple, ou d'autres sources de pollution, de pesticides ou industriels, est fortement exposé à ces polluants. Et donc, c'est la première peine. Et la seconde peine, c'est celle des émissions à l'intérieur de son logement, par les matériaux et nos propres activités. Mais souvent, on dit qu'il y a l'environnement subi et l'environnement choisi. Effectivement, on subit un certain environnement, une certaine pollution environnementale, où malheureusement cette pollution est collective, et donc malheureusement on peut la subir de manière collective, et donc on peut agir que de manière collective sur cette pollution environnementale, mais il y a aussi l'environnement que l'on choisit, et que l'on choisit notamment à son domicile. Et donc cette deuxième peine, eh bien, on peut la réduire. On peut la réduire par la connaissance que l'on a de cette pollution de l'air intérieur ou des environnements intérieurs, comme on dit. Et donc là aussi, c'est la connaissance. Et notre rôle à nous scientifiques aussi, c'est faire passer de la connaissance auprès de la population, du grand public, pour leur expliquer que ce n'est pas inéluctable, cette pollution intérieure, et qu'on peut agir. Alors, on peut agir, bien sûr, lorsqu'on fait des travaux, on peut faire des choix de produits, on peut faire des choix de peinture non polluantes, on peut choisir des matériaux peu polluants, mais aussi nos propres activités jouent un rôle important aussi, le choix des produits d'entretien, par exemple, que l'on va faire. Et moi, je suis un petit peu, comment dire, agacé par la publicité que l'on voit à la télévision et qui nous engage à utiliser des produits des plus en plus toxiques, parce qu'il suffit, quand on regarde la télévision, la publicité, il y a une petite ligne tout en dessous qui dit que c'est un produit toxique, qu'il faut être attentif, etc. Mais pendant la publicité, on nous encourage, on nous engage à utiliser les produits. Et il y a en particulier une publicité en ce moment qui dit que nettoyer, c'est bien désinfecter. On nous force un petit peu à utiliser des produits désinfectants alors que le simple nettoyage serait suffisant avec un simple détergent. On n'a pas besoin d'utiliser tous ces produits désinfectants. Même pendant la crise Covid, on nous a engagés à utiliser tous ces produits qui ont entraîné beaucoup de problèmes d'intoxication, cette fois-ci, auprès de la population, notamment des enfants. Un dernier rapport de l'ANSES montre que les enfants ont été touchés par ces produits désinfectants qu'on a utilisés sans aucune retenue et qui étaient tout à fait inutiles et dangereux. Eh bien, Je mettrai le lien dans la description. Voilà, il faut absolument réduire ces produits toxiques de notre environnement. Et ça, ce sont des choix individuels. Ce ne sont plus des choix collectifs, ce sont des choix individuels. On peut choisir des produits qui soient le moins toxiques possible. Il suffit de regarder les étiquettes et puis se dire aussi, quand on veut acheter un produit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que vraiment c'est utile d'avoir ce produit passé? Publicité aussi en disant est-ce que je peux me passer de tel ou tel produit, de tel vêtement. Oui, on peut se poser aujourd'hui la question, et surtout par rapport à notre environnement intérieur, se poser la question d'introduire dans notre environnement des produits toxiques. Et surtout ceux qu'on a achetés un jour et qu'on a oubliés dans un placard, mais qui continuent à polluer notre air intérieur. Donc là, on peut expliquer, il y a plein de guides qui sont faits pour expliquer le choix des produits les moins toxiques, de choisir des produits qui ne portent pas atteinte à notre santé et en termes de toxicité, être attentif à ça. Et puis, en parallèle aussi, notre maison, il faut la faire respirer. Comme nos poumons respirent, notre maison doit aussi respirer. Et donc, il faut faire entrer de l'air. C'est l'air qui vient de l'extérieur, il peut être pollué, mais il y a certains moments de la journée où il ne l'est pas. Et souvent, on conseille d'aérer le matin très tôt, le soir tard, et notamment pour les personnes allergiques au pollen, c'est aussi bénéfique parce qu'il y a peu de pollen très tôt le matin et tard le soir. Et donc, cette pollution aussi, qui a des cycles au cours de la journée, eh bien, le matin ou le soir, il y a très peu de pollution. Et donc, aérer sa maison, avoir un système de ventilation qui fonctionne correctement, il faut que notre maison respire. Et en faisant ces deux types d'actions, c'est-à-dire réduire les sources d'émissions de polluants en choisissant des produits les moins toxiques, les moins émissifs en polluants, et en renouvelant l'air de sa maison par l'aération, la ventilation, on n'a sûrement pas besoin d'autres systèmes
qu'on nous propose. Par exemple, les plantes dépolluantes. On nous dit, voilà, vous allez agir sur votre air intérieur en achetant telle ou telle plante qui va dépolluer. Non, non, la plante, elle ne dépollue rien du tout. Il y a plein d'études qui ont montré que ça ne dépollue rien. La plante peut être toxique ou allergisante. Donc, il faut être très attentif à ça. Et puis, on a d'autres équipements qui sont proposés, d'épuration, par exemple. Là aussi, il faut être vigilant et bien connaître la nature de ces équipements, savoir ce qu'ils peuvent réellement nous apporter, parce que souvent, ce sont de vrais gadgets qui n'apportent rien, et on a l'impression que ça y est, on peut polluer sa maison comme on veut. On a la solution dépolluante qui va nous permettre de polluer, alors qu'on a, et donc on a tous les produits possibles qui vont dépolluer ou les équipements dépolluants. Non, c'est faux. De mémoire, il y a des équipements de dépollution qui produisent en plus des Peuvent polluants produire aussi la supplémentaires. pollution en générant des sous-produits, des produits secondaires ou des sous-produits. Donc il faut être vigilant là-dessus. Et donc là, ce que je suis en train de dire, c'est la connaissance, c'est bien connaître le sujet. Et donc on n'a pas besoin d'aller chercher très très loin. Soyons le plus simple possible. En fait, quand on en a parlé, je parlais de la maison de ma grand-mère et j'ai fait la comparaison de la maison de ma grand-mère, la maison de mes parents et ma propre maison. Et la maison de ma grand-mère, quand je m'en souviens, quand j'étais enfant, dans les années 50, c'était une maison très dépouillée. Il y avait très peu de produits. On aérait beaucoup la maison parce qu'on avait peur de la tuberculose et des maladies infectieuses de l'époque, parce qu'on n'avait pas autant d'antibiotiques ou les vaccins qu'on a eu et donc qu'on a eu après. Et donc, ma grand-mère, elle était très consciente de l'aération. Elle m'a appris à aérer, elle m'a appris aussi à me laver les mains régulièrement en termes d'hygiène pour me prévenir les maladies infectieuses. Et donc, il y avait très peu de produits dans sa maison. Il y avait très peu d'équipements. Je dis c'est une maison dépouillée, je m'en souviens très bien. Et puis la maison de mes parents, ben, la maison de mes parents, elle s'est équipée. Et donc si ma grand-mère avait une glacière, avait un bloc de glace, mes parents avaient le réfrigérateur, ils avaient la machine à laver. Ma grand-mère allait au lavoir pour laver le linge et l'étendre à la terrasse, sur la terrasse. Mes parents, ils avaient la machine à laver. Et donc, on a introduit beaucoup d'équipements, on a introduit beaucoup de produits dans la maison de mes parents à l'époque, parce que c'était la mode, les années 60, les années 70. J'ai quitté la maison de mes parents à la fin des années 70, quand je me suis marié. Pendant ces deux décennies, il y avait beaucoup de choses qui entraient dans la maison, des tas de produits, des tas de plastiques, de produits plastiques et autres, parce que à cette époque-là, c'était pour améliorer notre environnement, pour améliorer nos conditions de vie. On avait la facilité, donc on a fait rentrer beaucoup de choses. Et puis, avec mon épouse, eh bien, on a suivi au départ un petit peu ce que faisaient nos parents, mais dans les années 80, quand je suis arrivé à la mairie de Paris et que j'ai pris conscience de ces sujets de santé-environnement et des problèmes de tous ces d'environnement, eh bien, on a fait marche arrière. Et donc, on a décidé de limiter nos produits d'entretien. Ça, c'est dans les années, très rapidement, dans les années 80-90, quand on a pris conscience de ces sujets-là, on a réduit l'utilisation de nos produits, on a été vers des produits les plus simples pour nettoyer notre maison. On n'a pas fait rentrer tous ces parfums d'intérieur que beaucoup utilisent, les bâtons d'encens, les bougies parfumées, le papier d'Arménie, les huiles essentielles. Ça n'existe pas chez moi. Tous ces produits-là n'entrent pas, alors qu'ils entrent beaucoup chez des personnes qui pensent honnêtement que ça va parfumer leur maison et que ça va donner un bon air chez eux. Non, ces produits, ils émettent aussi beaucoup de polluants toxiques. Moi, j'ai mené pas mal d'études pour montrer qu'on avait du formaldéhyde, du benzène, des particules fines, des oxydes d'azote avec ces produits. Et donc, on crée une pollution sans le savoir. Alors qu'on a un parfum, mais derrière le parfum, il y a des tas d'autres polluants. Et donc, cette maison, aujourd'hui, on essaye de limiter, en fait, tous ces produits qui vont polluer. Et puis, on est très sensible aussi à la quotidienne de toutes les pièces de notre maison. Bon, on a, voilà, tous les conseils que l'on donne aux autres, on essaye aussi de les appliquer chez nous. Et donc, je m'aperçois que je suis en train de revenir à la maison de ma grand-mère.
cette maison de mon enfance dépouillée. Tu dois la voir Alors, bientôt. peut-être elle était trop dépouillée et donc il faut peut-être trouver un juste milieu. Mais en tout cas, sûrement pas celle de mes parents qui ont introduit beaucoup, beaucoup de produits dans notre maison. D'accord. Je te remercie beaucoup pour, en fait, au travers de ton récit, on a passé en revue vraiment de nombreuses bonnes pratiques intéressantes. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est que tu vois, parfois on dit qu'il y a une liste de choses à faire et puis une liste de choses à ne pas faire, hein. Et j'aimais bien un peu les fausses bonnes idées ou les mauvais conseils que tu as soulignés. Là, moi, j'ai noté celui des plantes dépolluantes, hein, qui est bien connu. Tu avais commencé à aborder celui aussi avec les produits, enfin, un peu l'idée on n'a pas besoin d'aseptiser sa maison, quoi. Tes produits simples sont. Et ça m'intéressait d'avoir ton regard de médecin biologiste. Moi, c'est souvent quelque chose que je relais, ce côté, on n'a pas besoin, la maison n'a pas besoin d'être désinfectée, quoi. Voilà. Et puis même à l'hôpital aussi, quand je travaillais à l'hôpital dans les années 70, on utilisait beaucoup de désinfection. On utilisait du formol gazeux. Et il fallait étanchéifier la chambre. Et puis aujourd'hui, on utilise de moins en moins de produits désinfectants, même à l'hôpital. Donc on a aussi progressé. Voilà. Mais dans notre maison, évidemment, on n'a pas besoin d'aseptiser, stériliser notre maison avec des tas de produits. Soyons les plus simples possibles. Et renouvelons l'air de notre maison, décidons de choisir les produits les moins toxiques dans notre maison. C'est vrai qu'il faut aller à la chasse parfois parce que quand vous allez dans un supermarché et que vous voyez tous les rayons des produits d'entretien, c'est incroyable le nombre de produits. Et puis, la publicité nous montre que le produit nouveau est meilleur que le produit ancien. On lave mieux, on désinfecte mieux qu'avant. Et donc, on nous encourage encore aujourd'hui à utiliser tous ces produits. Moi, je dis stop aujourd'hui parce qu'on va on va trop loin et il faut essayer d'un moment donné de cesser un petit peu la course que l'on a vers le produit le meilleur. Voilà, non, non, soyons le plus simple possible aujourd'hui. En tout cas, c'est le message qu'on fait passer aujourd'hui sur la simplicité. Soyons simples dans notre maison et faisons, en fait, moi j'encourage toutes les personnes à aller ouvrir leur placard dans leur maison et puis de regarder les produits qu'ils ont. Et faites le calcul déjà du nombre de produits et regardez chacun des produits. Alors, bon, il y a des applications qui permettent de dire pour tel ou tel produit, il y a des substances indésirables, par exemple, dans ce produit. Eh bien, on va éliminer les produits qui ont des substances allergisantes, toxiques. Bon, aujourd'hui, il y a de moins de cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, heureusement, parce qu'il y a toute une réglementation là-dessus, mais on peut trouver encore des perturbateurs endocriniens. Donc voilà, il faut essayer d'aller à la chasse et surtout, peut-être aller vers des produits moins industriels. Le savon noir, le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, que j'utilise chez moi. J'utilise ces produits-là. D'abord, ça me coûte beaucoup moins cher. J'ai fait des économies de produits d'entretien. Et ces produits-là, ils sont tout à fait simples, naturels, et ils nettoient bien. Et donc, je n'ai pas besoin d'avoir un nettoyage, le nettoyant le plus performant du monde. Il nettoie bien, il donne la Mm. propreté que j'attends, et ça me suffit largement. Oui, on revient sur la questionner le besoin dont tu parlais au début. Et quand je t'entendais parler de simplicité ou même de diminuer le nombre de produits, j'ai l'impression, moi, ce que j'observe autour de moi, c'est que on parle pas mal d'éco-anxiété parfois, et j'ai l'impression que ça diminue, tu vois, cette notion d'éco-anxiété. Et j'ai souvenir dans un échange précédent, tu avais employé des termes qui m'avaient marqué de mémoire, tu avais parlé d'éco-lucidité ou d'éco-enthousiasme en rentrant dans l'action. Et là, ça m'intéressait si tu voulais un peu développer, je pense que. Oui, mais ce message que je viens de passer, il est loin. Enfin, je ne voudrais pas qu'ils soient anxieux, parce que d'habitude, on parle des polluants et donc on crée une éco-anxiété sur l'environnement, on crée une anxiété sur notre environnement parce qu'on parle beaucoup de pollution. Et le message que je viens de donner, il est plutôt positif. Il dit on peut mieux faire et on peut faire beaucoup mieux. Et donc, effectivement, être lucide déjà sur ce que l'on fait et d'avoir cet éco-enthousiasme, c'est-à-dire finalement, ce n'est pas inéluctable. Et on peut tout à fait vivre sans tous ces produits, sans tous ces équipements qu'on peut faire entrer dans notre maison. On peut vivre simplement et ça suffit de bien vivre. Et en plus, on se dit que finalement, on a, on a eu une action positive sur notre environnement.
Tout à l'heure, je parlais d'environnement subi et choisi. Là, on fait une action positive sur notre environnement. On prend des décisions soi-même. On balance les produits qui sont toxiques. On va choisir des produits les plus simples possibles et on vit très bien dans cet environnement. On n'a pas besoin d'avoir de la complexité dans notre environnement quotidien. On peut aussi choisir, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'environnement subi collectif, mais on peut faire aussi des choix personnels, par exemple à notre mobilité, ça c'est à l'extérieur. On peut choisir la mobilité. Bon, aujourd'hui, on donne des possibilités de différentes mobilités. Bon, effectivement, si on a une voiture, j'ai une voiture, hein, j'ai une voiture, je l'utilise très très peu, très très peu. Dans Paris, on n'a pas besoin d'une voiture. D'ailleurs, en plus, quand on prend la voiture, on ne sait pas à quelle heure on va arriver à l'endroit où on va, tellement il y a d'embouteillages et autres. Donc, à la limite, autant prendre les transports en commun. Et donc, ma voiture, je m'en sers vraiment quand j'ai vraiment besoin de transporter quelque chose ou que je vais très loin et que je n'ai pas de transport tout à fait favorable. Mais sinon, non, je n'ai pas besoin. Donc, je prends les transports en commun. Bon, à mon âge, j'ai du mal à faire du vélo, honnêtement, ni de la trottinette. Bon, je suis désolé pour ceux qui font du vélo et de la trottinette, mais prendre les transports en commun et faire des choix, de choisir les transports en commun pour ma mobilité, ben voilà, j'ai le sentiment que je vais dans un sens où, de manière collective, j'essaye de ne pas polluer notre environnement. Et donc, c'est aussi cet environnement que je souhaiterais. Bon, quand on voit les niveaux de pollution qui ne baissent pas, ou qui baissent pas suffisamment par rapport aux seuils donnés par l'OMS, par rapport à des seuils sanitaires, on s'aperçoit encore qu'il y a beaucoup de chemin à faire par rapport à... Voilà. Mais si chacun d'entre nous faisait des efforts, à la fois dans nos environnements intérieurs, ce sont des efforts, ce ne sont pas des contraintes, ce sont des efforts, mais ce sont des actions. Et finalement, cette action, elle aboutit aussi à quelque chose. Car je peux vous assurer que si on modifie notre environnement en choisissant des produits les moins toxiques, les plus inoffensifs possibles, on améliore la qualité de l'air. Et ça, je peux vous l'assurer parce qu'il y a des études qui le montrent. Et quand on dit on améliore la qualité de notre environnement, on améliore aussi notre santé. Et pour revenir à l'enfant, c'est nous adultes, finalement, qui faisons l'environnement pour Alors, notre attends, je t'interromps sur ce sujet, Fabien, parce que je relisais mes notes de travail là sur des échanges qu'on a eu au conseil et j'ai trouvé, je les ai notés, et je l'ai noté mot pour mot, une citation, donc c'est une phrase que tu avais dit. Donc je cite, il n'y a qu'un adulte qui puisse modifier l'environnement d'un enfant pour qu'il ne soit pas exposé à des agents nocifs. Et je trouvais ça très parlant, je l'avais noté dans mes fichiers perso, mais c'est exactement sur ça que tu voulais aller, c'est une espèce de pont entre l'action et la fragilité de l'enfant, notre Et rôle. oui, et oui, parce que comme cette phrase veut dire qu'il n'y a que nous, les adultes, qui pouvons protéger nos enfants. Nos enfants sont des êtres fragiles. Prenons un petit bébé, c'est vraiment, enfin, ou un enfant, c'est merveilleux d'avoir un enfant. C'est merveilleux de communiquer avec un enfant qui va progressivement. Enfin, moi, j'ai eu des enfants, trois garçons, j'ai aussi trois petits-enfants, deux petites filles et un garçon, et je les ai vus évoluer parce que j'ai eu plus de temps aujourd'hui pour mes petits-enfants que pour mes enfants. J'étais très occupé pendant ma profession et donc j'ai pas vu beaucoup mes enfants grandir, mais mes petits-enfants, oui. Et en fait, ces petits êtres, ils ont besoin de nous, en fait. Ils ont besoin de nous et nous, on est là pour les protéger. Alors, on est là pour les protéger pour quand ils commencent à marcher, qu'ils ne tombent pas et qu'ils se fassent pas mal. On les protège quand ils vont commencer à avoir leurs premiers pas, mais on les protège aussi de l'environnement. Euh, c'est nous, les adultes, qui faisons l'environnement pour nous, mais aussi pour nos enfants. Et donc, protéger nos enfants, c'est aussi leur donner un environnement. Voilà. Je pensais aussi que quand on sort nos enfants à l'extérieur, parce qu'il vaut bien que les enfants aillent à l'extérieur, ils ne sont pas qu'à la maison, et on les promène à l'extérieur. En fait, dans des études que j'avais faites il y a déjà plusieurs années, on avait mesuré la pollution à l'entrée des squares ou des jardins. Euh, et à l'entrée, le niveau de pollution est très élevé. Sur les trottoirs, le niveau de pollution est élevé. Et l'enfant qui est dans sa poussette, il respire encore plus de polluants parce qu'il n'est pas loin des pots d'échappement.
Mais dès qu'on rentre dans un square ou dans un jardin, moi j'habite pas très loin du parc Montsouris, et donc dès qu'on rentre, la pollution diminue. Et donc plus on s'éloigne des trottoirs et de la voirie, et qu'on rentre dans le jardin, plus la pollution diminue. Et donc on protège nos enfants quand on va dans ces jardins pour les protéger de la ville polluante, car là on trouve un havre de paix, si je puis dire, du calme d'abord. On n'a plus le bruit de la ville, on a le calme pour nos enfants, car le bruit est aussi nocif que la pollution chimique ou la pollution atmosphérique. Et donc, on leur crée un havre de paix pour les protéger. Et donc, on les protège à la maison, on les protège aussi à l'extérieur quand on se promène, on évite finalement d'aller trop longtemps sur les trottoirs et de pénétrer dans des lieux où on s'éloigne de cette pollution. Et plus on s'en éloigne, plus elle diminue et plus l'enfant va respirer un air qui va être de moins en moins pollué. Et donc là aussi, les études que j'ai pu mener dans mon laboratoire à l'époque, à la mairie de Paris, ont pu montrer aussi donc, les niveaux de pollution et la protection de l'enfant que l'on peut avoir quand on pénètre dans un jardin. C'est très intéressant cette diminution significative de la pollution à l'échelle d'un parc urbain, quoi, et de Montsouris, c'est de taille tout à fait. Parce que la pollution va se fixer sur les arbres, l'importance de la végétation. Voilà, on a un écran et donc on protège ainsi nos enfants de la pollution atmosphérique. Donc vous voyez, il y a plein de moyens en fait. Et donc notre enfant, on peut tout à fait le protéger si on connaît bien les sujets, qu'on connaît bien les études scientifiques qui sont faites, mais aussi la traduction de ces études en messages sanitaires. On travaille au Conseil de la santé publique sur les messages sanitaires à passer en cas de pollution atmosphérique, d'épisodes de pollution atmosphérique. On travaille aussi sur les stratégies d'aération, de ventilation, pour qu'on ait des débits suffisants, pour renouveler l'air de manière correcte. Nous avons travaillé au Conseil de la santé publique sur un outil qu'on appelle le DOMI-score. Le DOMI-score, c'est un outil qui permet, par une grille multicritères, il y a 48 critères, de déterminer tous les facteurs qui peuvent être favorables ou défavorables à la santé dans l'habitat ou dans la proximité de l'habitat. Et donc, par cette grille, on peut voir par les couleurs de cette grille, voir quels sont les facteurs les plus défavorables dans cet habitat et donc de trouver des solutions pour agir dessus. Et donc, on crée ce qu'on appelle un score santé de l'habitat par cette grille, par cet outil DOMI-score. Ça, c'est les travaux qui ont été publiés en 2020 par le Haut Conseil de la santé publique. Et donc, cet outil peut aider aussi des collectivités à bien connaître leur parc immobilier, mais soi-même, on peut faire aussi cette grille et voir si on est finalement par rapport. Alors, il y a plusieurs thèmes qui sont donnés, notamment la qualité de l'air intérieur, évidemment, mais il y a des tas d'autres sujets comme l'eau, les déchets, la protection physique. Enfin, on prend en compte la proximité, par exemple, si on a à proximité de son habitat des facilités de mobilité, des jardins dont je parlais à l'instant, des proximités d'avoir de la nourriture diversifiée, etc., pas très loin de chez soi. Voilà, tout ça fait partie de cet outil DOMI-score parce que tous ces facteurs sont favorables à la santé dans l'habitat. Et donc, ça permet aussi donc, de déterminer un score pour savoir comment améliorer notre habitat soi-même, mais aussi en se faisant aider par des bailleurs sociaux qui peuvent aussi améliorer les habitats, les logements des personnes. Voilà, donc voilà, il y a plusieurs outils au sein du Haut Conseil qu'on a développés pour aider à mieux connaître notre environnement et essayer et voir aussi comment on peut agir directement sur notre environnement. Et pour le sujet qui nous intéresse pour l'enfant, évidemment pour protéger nos enfants. Je suis content que tu aies souligné cet aspect, parce que j'entendais beaucoup parler du DOMI-score comme appui au pouvoir public. Et effectivement, quand on rentre dedans, c'est tout à fait une grille de lecture qu'on peut faire pour soi-même, son amélioration continue au niveau individuel. C'est très intéressant. Je mettrai le lien dans la description. Tout à fait, on peut le regarder. Alors, il y a on parle on parle du bruit, par exemple, aussi. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui sont favorables ou défavorables à la santé, enfin, des facteurs qui impactent la santé. Et donc, on peut soi-même, par cette grille, voir, et on peut améliorer. Et donc, si on est dans le rouge, par exemple, parce on peut aller du rouge au jaune, si on est dans le rouge, eh bien, on peut se dire, tiens, je vais voir comment je peux modifier ce facteur-là
parce que je sais qu'il peut avoir un impact sur ma santé dans mon habitat. Et donc, j'essaye de déplacer le curseur pour voir comment je peux améliorer mon habitat. Oui, c'est un outil vraiment très riche et j'invite vivement ceux qui nous regardent à C'est un aller y gros jeter un œil. travail. J'étais le coprésident de ce groupe de travail au Conseil et on a fait un rapport sur les facteurs qui impactent la santé dans l'habitat. Et Mm. ensuite, on a développé cet outil, donc avec cette grille. Ça demandait beaucoup de travail, mais c'est un outil très intéressant et qui, je pense, est pas assez connu. Et je pense qu'il est très utile pour améliorer notre habitat. Très bien. Fabien, est-ce qu'il y aurait un sujet important pour toi sur lequel tu voulais faire passer des messages et qu'on n'aurait pas abordé spontanément au cours de nos échanges? Non, enfin, en fait, je veux dire que dans ma carrière, et comme je l'ai dit rapidement au début, en fait, bon, je suis médecin au départ, et donc un médecin, c'est pour aider son prochain et pour trouver des solutions pour son prochain, et lui apporter une aide, l'accompagner. Et voilà. Et donc, aider son prochain, ça a été vraiment mon point de départ, en fait, en voulant faire de la médecine. Et puis, au cours de mon parcours, donc de mes études de médecine médicale, j'ai changé d'orientation. J'ai pas voulu être clinicien, donc être médecin généraliste, par exemple, ou spécialiste dans le domaine de clinique. J'ai voulu faire de la biologie parce que j'ai pensé que dans ce domaine-là, je pouvais aider encore plus ou encore mieux les patients et puis mon prochain, la population de tel ou tel sujet. Et donc, quand j'étais à l'hôpital, j'avais le sentiment d'aider à la guérison des patients. Ils venaient ils étaient malades, et donc aider à la guérison. Et pour moi, c'était un sentiment très fort. J'étais jeune à cette époque-là. Pour moi, c'était un sentiment très fort. Et quand des médecins disaient aux patients, vous voyez, c'est grâce à ce monsieur, ce médecin, que vous avez guéri parce qu'il a choisi le bon antibiotique qu'il fallait et on vous a suivi. Voilà, pour moi, ça allait dans le bon sens. Et puis quand j'étais à la mairie de Paris, là aussi, j'ai voulu aider la population parisienne. Et donc, alors c'est un sujet beaucoup plus vaste, évidemment, qu'au sein de l'hôpital, parce que à l'hôpital, c'était le patient qui était en face de moi. À la mairie de Paris, c'était la population parisienne, le grand public. Donc, c'était un peu plus. Mais j'essayais dans mes enquêtes, quand j'allais dans des enquêtes particulières, là aussi aider par des diagnostics, en discutant cette fois-ci avec le médecin du travail, avec le médecin de PMI, avec le médecin scolaire, pour discuter avec lui également, dans ce binôme que j'évoquais, pour trouver les meilleures solutions. Et là, j'avais les outils nécessaires avec un laboratoire pour faire des analyses et me rendre compte des résultats de ces analyses, voir comment les interpréter et comment ensuite on pouvait gérer la situation, pouvait aider dans cette situation. Eh bien, c'est ce que je fais encore au Conseil de la santé publique, par les avis que nous publions. C'est aussi l'aide qu'on peut apporter, des modalités de gestion, l'aide que nous pouvons apporter pour mieux gérer les situations. Alors, c'est un avis consultatif, hein, je ne suis pas dupe, c'est un avis consultatif, je ne suis pas le décideur, hein, j'apporte une aide, je donne un avis le plus scientifique possible pour gérer telle ou telle situation, et j'espère au fond de moi que le décideur va suivre mes recommandations, enfin nos recommandations du Haut Conseil pour améliorer la santé de nos concitoyens. Parfois, ça marche et il y a des protocoles sanitaires qui sont faits et ça améliore les choses. Et parfois, les décisions ne vont pas tout à fait dans le sens que je souhaitais. Eh bien, voilà, quand j'étais à la mairie de Paris, j'allais me bagarrer avec le cabinet du maire pour faire évoluer les choses, parce qu'on essayait de m'écouter pour telle ou telle recommandation que je pouvais faire, en proposant des solutions pratiques. Quand je suis au Conseil de santé publique, là, c'est plus complexe parce que c'est plus large, évidemment, et c'est au sein des ministères. Mais mon combat est toujours là et je suis toujours celui qui parle, qui défend mes positions, qui défend les recommandations que l'on peut faire pour essayer de faire avancer les choses. Voilà. Et donc, c'est peut-être dans toute ma carrière ce que j'ai souhaité faire, c'est aider les autres et pour justement qu'ils aillent mieux, améliorer leur santé, leur état de santé. Ça a été mon fil conducteur finalement dans ma carrière professionnelle et même aujourd'hui, comme retraité et travaillant au Conseil de la santé publique, c'est ce que j'essaye de faire également. Et j'essaye, eh bien, en tant que président d'une commission sur santé et environnement, eh bien, d'entraîner tous les autres dans ce domaine-là. Et les échanges que nous avons au sein du Haut Conseil sont très riches et nous permettent aussi d'avancer dans ce domaine-là.
Ok, très bien. Est-ce que pour les gens qui voudraient te suivre ou suivre ton travail, où est-ce qu'on peut les diriger de manière privilégiée? Tu as parlé du Haut Conseil. Oui, bah, le Conseil, il y a le site internet du Haut Conseil avec tous les travaux qui sont publiés. Et donc, on voit, d'ailleurs, à chaque fois, dans un avis du Haut Conseil, il y a le groupe de travail qui a donné ses recommandations, donc c'est transparent. Et donc, on a les noms des membres du Haut Conseil qui ont fait ces recommandations pour qu'on puisse éventuellement les contacter. Bon, je suis sur LinkedIn également, où on peut également me suivre. Parfois, je fais des posts sur J'ai différents vu. sujets, où je réagis à des commentaires pour faire passer des messages. Je l'ai fait pendant la crise Covid, Mm. voilà, où j'étais par exemple horrifié qu'on fasse de la désinfection à la sortie du confinement, où le virus avait déjà rendu l'âme depuis longtemps et on se mettait à mettre des désinfectants partout inutiles et très dangereux. Et je me suis aussi bagarré contre ça. Voilà, donc j'essaye de faire pour le mieux et en fonction donc, des moyens qu'on peut nous donner aussi au sein du Haut Conseil, de faire le travail que l'on peut faire dans le meilleur des cas et les meilleures possibilités qu'on puisse nous donner. Et Et un grand merci. merci beaucoup Guillaume de m'avoir donné la parole parce que bon, j'interviens régulièrement hein, dans les télévisions, dans les radios, dans des publications, et j'essaie de faire passer aussi ces messages. Merci, mais merci aussi de m'avoir permis de parler d'abord de moi, de mon parcours et de tout ce que j'ai pu faire et de ce que je fais encore pour lutter contre la pollution, lutter pour un meilleur environnement et lutter pour un meilleur état de santé de nos concitoyens. Oui, on se retrouve sur ces sujets. C'est moi qui te remercie, Fabien. Merci pour l'entretien très riche en informations utiles, en bonnes pratiques concrètes pour les parents. Et puis, je te dis à très bientôt dans la vraie vie, là, sur nos sujets en commun. Merci À beaucoup, bientôt. Guillaume. Merci beaucoup. Voilà pour cet entretien. Si vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, si ce n'est pas encore fait, pour que YouTube favorise sa diffusion. À très bientôt.